Les journées de la schizophrénie se tiennent toute la semaine. Bonjour Nicolas Dessau. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Comme près de 600 000 personnes en France, vous vivez avec cette maladie. Alors, stabilisé, vous mettez votre propre expérience au service des autres. Médiateur santé pair au sein du GHT Psy Nord-Pas-de-Calais. Tout D'abord, à fait. qu'est-ce que c'est qu'un médiateur santé pair? Quel est votre travail? Alors, mon travail consiste à me baser sur une chose précise qui est le savoir expérientiel. En fait, ça fait 24 ans que je vis avec la schizophrénie. Alors, petit détail, on ne dit pas un schizophrène, on dit une personne atteinte de schizophrénie parce qu'on n'est pas l'identité de la maladie. Et en fait, on partage ce savoir expérientiel pour surtout donner de l'espoir, en fait. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer le Nicolas que je suis devenu quand j'ai eu mon diagnostic pour dire, mais en fait, ta vie n'est pas fichue avec ce diagnostic, tu pourras rebondir, il y a de l'espoir, la vie est faite d'opportunités. On va revenir sur votre propre expérience, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors aujourd'hui, je travaille dans un hôpital de jour principalement, où ça consiste en fait à faire des soins à médiation. Les soins à médiation, on dit médiation, par exemple, médiation de jeux de société, ou médiation corporelle avec, par exemple, la randonnée ou le sport adapté, ou après des autres ateliers, des programmes de psychoéducation, etc. Enfin, on a beaucoup d'outillages, d'accompagnement, avec surtout la réhabilitation psychosociale aujourd'hui, avec beaucoup d'outils d'accompagnement. Alors, si vous êtes d'accord, avant de comprendre qu'on peut donc être diagnostiqué schizophrène et avoir une vie totalement équilibrée, comme monsieur et madame tout le monde, eh bien, on va prendre quelques minutes pour revenir sur votre parcours. Vous aviez 17 ans, si je ne me trompe pas, quand finalement les symptômes se sont révélés. Comment ça s'est passé? Ça peut paraître violent tout de même. Oui, alors moi, c'est l'arrivée de la maladie, elle a été vraiment suite à une consommation massive de cannabis. Mais après, je voulais dire aussi que c'est pas uniquement le cannabis qui déclenche la schizophrénie. C'est en fait, moi, j'ai des facteurs de risque. C'est-à-dire que j'ai été adopté, je viens d'Éthiopie, j'ai subi la malnutrition dans les années 80. Ceux qui ont connu les médias dans ces époques-là, 86, la grande famine d'Éthiopie. Donc j'étais cet enfant qu'on voyait à la télé. Et en fait, la malnutrition chez l'enfant, ça augmente par 2 le risque de schizophrénie à l'âge adulte. Et donc, il y avait ce facteur de risque. J'ai subi aussi de la maltraitance, qui est un autre facteur de risque. Et puis, du coup, le déracinement qui a fait que... Le déracinement, c'est quelqu'un qui change de nom. Moi, je m'appelais Chouaraga Andalk. Du jour au lendemain, 5 ans, je m'appelle Nicolas Dessau. Et puis après, il y a aussi l'adaptation. Moi, je dis souvent qu'en Afrique, il y a une place sociale forte. Moi, j'étais le 12e enfant de mon père. Et on dit aussi en Afrique il faut tout un village pour élever un enfant. Alors que dans le monde occidental, je trouve que c'est beaucoup plus individualiste et beaucoup plus dans l'autonomie individuelle. Et même aujourd'hui, à 44 ans, j'ai encore du mal avec ce concept d'individualisme et d'autonomie individuelle. Vous faites la lumière complète sur votre histoire, hein. Oui, C'est transparent. Vous avez réussi à finalement regarder votre histoire en face. oui, tout à fait, tout à Mm. fait. Et faut savoir que voilà, moi j'ai un parcours comme ça qui est très idéal pour expliquer la clinique de la schizophrénie, mais faut avouer aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la schizophrénie avec une enfance heureuse, aucun aucun passé troublé, et ça ne les empêchera pas peut-être de déclarer une schizophrénie. Voilà, je voulais vous dire quand même qu'il y a deux cas de figure. Comment ça s'est passé? Quels symptômes? Comment vous avez réagi? Comment votre entourage a Alors, réagi? moi, je vous ai dit, donc c'était suite à une consommation massive de cannabis. Quand je dis massive, c'est que on est parti alors, j'ai redoublé ma terminale, et entre les deux terminales, on est parti dans le sud avec deux autres amis. Et en fait, on avait 75 grammes de cannabis. Donc, pour les connaisseurs, ils vont vite évaluer le dosage. Ça fait beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup. Et moi, je fumais non-stop. En fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où j'étais éveillé, je fumais non-stop et je tombais littéralement sous l'effet du cannabis. Et en fait, au retour de cette semaine de congé, dans la voiture, j'ai dit à mes amis, il y a un truc dans mon esprit qui a vrillé, je le sens, et j'ai une mauvaise intuition. Et en fait, le début de la maladie est arrivé progressivement, de façon insidieuse, avec au début de la paranoïa, qui est très similaire à la paranoïa qu'on a quand on fume du cannabis, sauf que là, je commençais à l'avoir sans avoir fumé. Et en fait, du coup, je me disais, bah, il y a un truc qui va pas, Nico, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et après, j'ai commencé à avoir des hallucinations du genre, le présentateur télé qui parle de moi, on parle de moi dans la musique, etc. Et après, des voix qui commençaient à être de plus en plus envahissantes. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la maladie. Et alors, quelles sont les étapes vers le diagnostic qui ensuite peut permettre un rétablissement? Alors, déjà, il y a toute une mécanique dans la schizophrénie qui est très compliquée, c'est que souvent on est dans le déni, et le déni, c'est parce qu'on parle d'adhérence au délire. Et en fait, on reste dans le déni parce que moi, par exemple, je croyais que j'étais télépathe. Et en fait, comme on adhère à ce délire,
ça nous empêche de nous dire malades. Alors moi, il faut savoir que en plus dans la schizophrénie, on peut avoir ce qu'on appelle des fixations, ou plus vulgairement des fixettes. Et j'avais rencontré un couple d'Anglais et je m'étais dit, Londres, c'est le centre du monde. Et donc j'étais dans la précarité, j'avais 45 euros en poche, j'ai acheté un billet d'Eurostar en réduction et j'ai vécu SDF dans les rues de Londres. Et c'est tellement cette vie dans les rues SDF qui était vraiment très dure avec les symptômes. Il faut savoir que la grande précarité augmente les symptômes de la schizophrénie. Et en fait, moi, j'avais des voix tellement fortes. Je me rappelle, j'étais sorti de la cathédrale de Saint-Paul et j'ai entendu une voix qui a crié du ciel à chacun sa croix. Et ça m'a fait trébucher. J'ai failli tomber tellement elle était violente. Et c'est une violence physique, émotionnelle, enfin vraiment qui est très brutale. Et la souffrance a été telle que j'ai eu un moment de lucidité où j'ai appelé des amis. Et j'ai un de mes meilleurs amis, Damien, qui est venu me chercher tout de suite, qui a pris le premier Eurostar pour venir me chercher. Et c'est suite à cette souffrance énorme de ce voyage pathologique, on parle de voyage pathologique, hein. C'est-à-dire que quand la motivation du voyage est un délire, en fait, hein, clairement. Et donc, du coup, après ce voyage, j'étais dans une telle souffrance. Moi, si vous voulez, j'ai fait 3 décompensations dans ma vie. Et à chaque fois, c'est la souffrance qui m'a fait sortir du déni de la maladie. Voilà. Donc, Nicolas Dessau, vous venez de dire, j'ai appelé mon ami un très bon ami, et puis ça m'a aidé finalement à reprendre pied. Comment est-ce qu'on en parle? À qui? Quelles sont les conséquences d'en parler pour soi et pour les proches? bah, alors, dans cette situation-là, en fait, ça va très vite parce que quand on dit à ses parents, j'entends des voix, j'ai des hallucinations, je suis paranoïaque, etc. En fait, mes parents, bon, faut savoir que pour l'histoire quand même, c'est que la plupart des gens rentrent dans la santé mentale, enfin dans la psychiatrie du jour au lendemain. Moi, mes parents, ils connaissaient pas l'existence des CMP, ils connaissaient pas le système de soins psychiatriques. Et ça effraie aussi Euh, aujourd'hui, il faut Tout à être. fait, tout à fait. Et en fait, souvent, on rentre brutalement dans la psychiatrie. Et du coup, ma famille s'est renseignée. On a fait une première visite au CMP où j'ai rencontré un psychiatre. Et le psychiatre a vu cliniquement que j'avais fait ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. C'est en fait, on peut avoir une bouffée délirante aiguë quand c'est très rapide. Donc, il pensait que j'avais ça. Et sauf que moi, je voulais pas quand même être hospitalisé. Donc ça aussi, enfin, faut préciser que c'était la psychiatrie d'il y a plus de 20 ans, c'était en 2003, ma première hospitalisation. Mais moi, les infirmiers sont venus me déloger de chez moi parce que je voulais pas être hospitalisé. Donc on est venu me chercher chez moi parce que ma mère avait signé une HDT, une hospitalisation en demande d'un tiers. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une hospitalisation par contrainte. Mmh. Vous parlez de votre mère, Oui. Michel. Comment est-ce qu'elle a réagi quand, eh bien, vous lui avez dit finalement le mal dont vous souffriez? En fait, mes parents étaient démunis, hein, clairement, et c'était un choc aussi pour eux. J'ai déjà témoigné, hein, sur mon parcours de rétablissement et sur ma vie avec la schizophrénie. Et j'avais fait écouter un podcast à ma mère où j'avais témoigné. Et elle m'avait dit, tu sais, Nicolas, nous aussi, les proches, on aimerait bien témoigner par quoi on est passé. Et c'est vrai, en fait, on écoute souvent la parole. Alors, c'est bien, hein, d'écouter la parole des personnes concernées, mais il y a aussi toute la souffrance des proches aidants. Et il y a des passages comme ça où c'est brutal aussi pour eux. Donc oui, c'est bien d'écouter les personnes Mmh. concernées qui sont passées par ça et qui l'ont vécu, mais tout l'entourage, il y a un impact sur tout l'entourage en fait. Alors on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes aujourd'hui un professionnel de santé en Oui, quelque sorte. Enfin, non, vous êtes un professionnel de santé, oui. mais le parcours a été plus ou moins long pour en arriver là. Vous avez travaillé, vous avez toujours tenu à travailler et Oui. c'était important pour vous. Pourquoi? Alors, en fait, justement, on fait aujourd'hui, enfin, je travaille aujourd'hui dans la réhabilitation psychosociale. C'est ce qu'on appelle une approche holistique. Holistique dans le sens tous les aspects de la vie. Et le travail est un pilier de la vie. On le sait pour la plupart tous. C'est-à-dire qu'en fait, on se lève le matin, ça donne un but. Au lieu de rester chez soi à tourner en rond, bah, on sait pourquoi on se lève. On gagne sa vie aussi, c'est important, l'aspect pécunier. Et donc, pour moi, c'est important, mais c'est valable en fait pour toutes les personnes accompagnées. Et après, c'est pas forcément un travail officiel dans le sens travail avec un diplôme, etc. Ça peut être du bénévolat, ça peut être des actions, ça peut être des occupations qui nous nourrissent, ça peut être dans des associations, etc. Mmh. Comment est-ce qu'on lève le premier frein à l'accès aux soins qui est l'autostigmatisation? Alors, l'accès aux soins aujourd'hui, enfin, moi, enfin, ça me peine de dire ça, mais c'est vrai qu'on a une disparité en France où l'accès aux soins n'est pas égalitaire.
selon où est-ce que vous vivez, même dans notre région, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis désolé, mais par exemple, vous allez à Fourmi, bah, il y a beaucoup moins de psychiatres, les listes d'attente sont énormes, etc. Vous êtes à Lille, il y a plusieurs CMP, il y a plusieurs psychiatres, il y a aussi des psychiatres privés qui font des consultations en libéral. Et en fait, c'est vrai que la différence d'accès aux soins est énorme. Et l'offre de soins aussi, et la différence d'offre de soins. Et comme je vous avais dit, les centres de réhabilitation psychosociale dont je travaille, moi, donc à la Boussole, à Saint-André, en fait, des centres de réhabilitation psychosociale, il n'y en a pas partout. Et c'est pas normal, en fait. Parce que du coup, il n'y a pas les mêmes chances et il n'y a pas les mêmes outils. La peur du regard des autres, quel est le poids de cette peur justement dans votre démarche et dans la démarche de celles et ceux qui seraient justement malades? Alors, aujourd'hui, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Invictus. On fait de la sensibilisation en santé mentale et pourquoi on sensibilise? Parce que justement, il y a il y a une mauvaise approche, en fait, je pense, sur la santé mentale, où on la stigmatise tout de suite, alors que, la santé mentale, on en a tous une et c'est très important de le dire. Voilà, on n'a pas à rougir d'aller se faire opérer du genou. Bah, en fait, c'est pareil, on n'a pas à rougir, d'aller, se présenter à un CMP parce qu'on ne se sent pas bien ou parce qu'on a des hallucinations ou parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui a basculé. Donc c'est Ce que vous dites, c'est que la santé physique et la santé mentale, pourquoi faire une différence finalement? exactement, Mmh. exactement. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a encore justement cette chape de plomb, ce tabou? Est-ce que la société est prête d'ailleurs? Bah, justement, moi j'aime bien la théorie du colibri, c'est-à-dire, je fais ma part, justement par exemple en témoignant aujourd'hui, mais je le fais régulièrement avec le collectif Invictus. En fait, je pense que ça sera, à force de voir des personnes en situation de rétablissement, où on se dira: «Bah, en fait, c'est des monsieur et madame tout le monde, je vois pas pourquoi on les stigmatise» et en fait, ça n'empêche pas, et même ça tombe dans votre entourage, vous avez quelqu'un, qui est concerné et qui vous l'a pas dit parce qu'il se sentait peut-être pas en confiance, mais qui a une vie tout à fait, classique et épanouie, en fait. Quand vous nous dites, monsieur, madame, tout le monde, ce que vous nous dites, c'est que un diagnostic sévère, finalement, ne signifie pas forcément un handicap. Ouais, tout à fait. En fait, moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs périodes de rétablissement. J'ai eu plusieurs rechutes, mais j'ai eu plusieurs périodes de rétablissement. J'ai travaillé, donc j'ai pu bénéficier des soins et j'ai repris des études d'abord d'aide-soignant. Donc j'ai travaillé au CHU de Lille en tant qu'aide-soignant brancardier. Et après, bah, ça se passait tellement bien qu'on m'a proposé la promotion professionnelle et j'ai été payé par le CHU pour faire mes études de manipulateur radio. Et j'ai été diplômé, ça s'est très bien passé. J'ai été dans le peloton de tête des étudiants. Et en plus, bah voilà, j'ai pu rebosser au CHU en tant que manip radio en IRM, donc très technique, très intéressant, et aussi du soin. On accueille des patients, et voilà. Donc c'est une vie en fait qui peut être tout à fait satisfaisante malgré qu'on a la maladie. C'est ça que je veux dire, qui est vraiment très important. Alors, votre rôle de médiateur santé-pair, sur quelle notion est-ce qu'il se base? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le savoir expérientiel. Et en fait, le savoir expérientiel, c'est dire, quand on a l'expérience de sa maladie, on peut le partager. Alors, pour la petite histoire, en fait, la pérédance de manière générale, parce qu'on parle de pérédance, ça vient des alcooliques anonymes dans les années 60 aux États-Unis, où en fait, quand ils ont fait des groupes de parole, ils se sont rendus compte très vite que quelqu'un qui s'était rétabli de son alcoolisme, il avait un savoir expérientiel qu'il pouvait partager au groupe entier. Et en fait, après, ça s'est développé à toutes les maladies chroniques aux États-Unis. Puis après, ça s'est développé aussi au Canada, etc. Et en fait, c'est ce savoir expérientiel qui est le centre de notre travail. Et il y a un effet miroir que même mes collègues aujourd'hui, infirmières avec qui je travaille tous les jours, elles le disent aux patients. Elles disent, par exemple, si vous avez des symptômes, vous pouvez en parler à Nicolas parce que moi, en tant qu'infirmière, certes, j'ai la théorie, mais j'ai pas l'expérience. Donc, n'hésitez pas à en parler avec Nicolas parce qu'il est passé par où vous êtes passé. Et c'est ça, en fait, l'effet miroir qui est vraiment Et, clé dans notre métier. et ça permet de libérer la parole qui ne serait pas libérée? Tout à fait. Alors, d'une, ça libère la parole parce qu'il y a un biais de confiance par le fait qu'on ait vécu la même chose. Mais en plus, il y a moins de stigmatisation parce que la personne ayant vécu la même chose, eh ben, elle se dit, bah oui, bah, lui, au moins, il comprend parce qu'il est passé par là. À partir de quel moment est-ce qu'il faut en parler? Pas forcément s'inquiéter, mais être responsable vis-à-vis de sa propre santé mentale. Alors, on travaille sur un programme justement en réhabilitation psychosociale à la Boussole. On travaille sur un programme qui s'appelle Conscience en soi. C'est un programme en fait de 4 séances et en fait dans la séance numéro 2, on voit les signes d'alerte et d'alarme.
En fait, ce programme Conscience en soi, c'est fait pour travailler l'insight. L'insight, c'est quel regard on porte sur notre maladie et quelles compétences on acquiert sur notre maladie. Et ça se travaille. Et donc, en fait, on a des signes d'alerte et d'alarme. Et du coup, c'est exactement comme toute autre maladie, même physique. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs, vous allez vous inquiéter. Bah, si vous êtes en souffrance psychique, peu importe le niveau, peu importe le degré, en fait, vous êtes déjà dans le signe d'alerte. Et c'est important de le savoir. Vous participez aux actions de l'association Positive Minders qui porte un peu cette journée. En quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est Positive Minders? Alors, Positive Minders, c'est une plutôt grosse association qui a été créée au début des années 2000 par monsieur et madame Leroy. En fait, c'est des personnes, c'est des proches aidants. Ils ont un fils qui est atteint de schizophrénie et ils ont voulu œuvrer pour déstigmatiser la schizophrénie. Et donc, ils ont créé au début des années 2000 les journées de la schizophrénie. Et donc, c'est 15 jours au mois de mars, donc là, on est dedans, 15 jours au mois de mars où on parle de la schizophrénie pour changer les regards, justement. Et après, ils se sont rendus compte que leur association avait un impact sur toute la santé mentale et ils ont voulu changer de nom en disant Positive Minder pour toutes les maladies mentales. Et donc, du coup, voilà, c'est toujours la même mécanique, c'est déstigmatiser en parlant et en laissant la parole ouverte. En fait, l'entretien est passé trop vite. J'avais encore des tas et des tas de questions. Il nous reste une petite minute. Si vous deviez justement nous dire ce qu'il faut en retenir de ce qu'on a dit, quel est le message essentiel? Ben, le message essentiel en fait de tout ce qu'on a dit, c'est justement sur le regard qu'on porte sur les maladies. Et je vais vous dire rapidement une petite anecdote. C'est ma mère, quand elle a su mon diagnostic, donc j'avais 18-19 ans, elle a été à son travail, et elle était triste. Et sa chef lui a dit bah, qu'est-ce qui se passe, Michel? T'as pas l'air bien ce matin. Elle lui a dit bah voilà, mon fils Nicolas a déclaré une schizophrénie. Et la chef lui a répondu bah tu sais, Michel, ça fait 25 ans que tu travailles avec quelqu'un qui a la même maladie que ton fils et pourtant tu t'en es pas rendu compte. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est des monsieur et madame tout le monde et il faut arrêter de mettre des étiquettes aussi. Voilà, c'est pas ça qui fait avancer les regards. Message très clair. Merci beaucoup, Nicolas Dessau, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je vous en prie, avec plaisir. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.